Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver en ce dernier jour de la semaine. Voici les titres de cette édition du 21 juin. Le ministre d'État s'exprimera dans l'hémicycle de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à Strasbourg demain. Dans ce contexte, nous réentendrons Gabriel Revel, ambassadeur représentant permanent de la Principauté auprès du Conseil de l'Europe, dont Monaco préside depuis peu le comité des ministres. Les saveurs d'Espagne au Café de Paris, l'établissement organisé cette semaine sa 8e édition des journées gastronomiques et culturelles. Le moment idéal pour Monaco de célébrer ses 150 ans de mission diplomatique avec le pays. Les étudiants en art du pavillon Beauzion ont présenté leur projet de fin d'études avant de s'envoler pour de nouvelles aventures. Une exposition surprenante que vous découvrirez dans un reportage. Et puis nous recevrons Laura Tuel-Becker, l'artiste résidente monégasque, travaille en étroite collaboration avec la Fondation Prince Albert II. Elle a exposé tout récemment ses œuvres dans un prestigieux salon suisse d'art contemporain. Avant toute chose, permettez-moi d'avoir une pensée toute particulière aujourd'hui pour les papas, ceux qui nous accompagnent, nous conseillent, nous soutiennent et nous transmettent tant de choses. Pour la fête des pères, nous avons collecté vos plus beaux messages, les voici. I'm thankful for everything he's done during all my life. Merci, merci, c'est tout. Merci pour ma vie. Thank you for everything. Thank you that you're always there for me and I love you so much. Je suis fier de lui, de ce qu'il m'a apporté et que j'aimerais continuer avec lui pour le futur. I love you and I missed him a lot. South Africa is very far away, but I miss you. Des témoignages remplis de tendresse recueillis par Léa Dutrouille et Arnaud Imbert. Passons à l'actualité politique. Demain lundi, le ministre d'État prendra la parole dans l'hémicycle de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à Strasbourg, dans le cadre, vous le savez, de la présidence monégasque du comité des ministres du Conseil de l'Europe. L'occasion pour nous de réentendre Gabriel Revel, ambassadeur représentant permanent de la Principauté de Monaco auprès de l'organisation. Émilie Rousseau l'avait rencontré à Strasbourg. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir Madame Rousseau. Merci d'être notre invité dans le cadre de la présidence monégasque du comité des ministres du Conseil de l'Europe. On va tout d'abord faire un petit point pour éviter la confusion entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Quelle est la différence et surtout quel est le rôle du Conseil de l'Europe ? Alors, la différence entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe se situe déjà dans le nombre d'États qui la composent. Le Conseil de l'Europe comprend 46 États membres alors que l'Union n'en comprend que 27. Et l'autre différence repose aussi sur les compétences. Le Conseil de l'Europe se focalise sur les questions d'état de droit, de droits de l'homme et de la démocratie, alors que l'Union européenne a une compétence beaucoup plus large, notamment sur les questions commerciales. Monaco a adhéré au Conseil de l'Europe en 2004, il y a plus de 20 ans maintenant. Cette présidence du comité des ministres est historique. Hein. Tout à fait, c'est la première fois que nous accédons à cette fonction, donc c'est à la fois un honneur et une responsabilité. Oui, une grande responsabilité. C'est l'occasion aussi pour Monaco de réaffirmer ses engagements et puis le soutien aux valeurs du Conseil de l'Europe. Oui, c'est l'occasion de montrer aussi notre engagement permanent dans ce domaine, mais aussi de montrer notre capacité à pouvoir exercer aussi ce type de fonction sur la scène internationale. C'est là où la taille du pays ne compte pas, là. Hein. Tout à fait. C'est effectivement, ici, au Conseil de l'Europe, chaque pays a une voix. Qui compte 39 000 habitants ou 80 et quelques millions pour la Turquie et l'Allemagne. Vous allez assurer cette présidence pendant 6 mois. Comment vous avez conçu le programme et surtout les priorités dans lesquelles Monaco va s'engager ? Alors, c'est un travail qu'on a mené depuis déjà 2 ans, qui a été établi petit à petit en fonction aussi des priorités de la Principauté et celles du Conseil de l'Europe. Nous avons donc identifié 5 thèmes prioritaires, qui sont le soutien au système conventionnel, la protection des droits de l'enfant, des droits des femmes, la lutte contre la criminalité organisée et le sport. Il faut dire aussi que vous arrivez avec une forte expérience. Vous avez présidé les réunions du comité des ministres dans son format droits de l'homme. Hein. Oui, c'est la tâche qui incombe à l'État qui s'apprête à présider le comité des ministres. Donc j'ai eu l'occasion de présider 2 sessions d'une semaine en décembre et en mars dernier. Et effectivement, c'est très formateur pour pouvoir se préparer au CM. Et comment vous avez vécu aujourd'hui cette journée, cette première présidence monégasque du comité des ministres ? Mais c'était une journée riche en émotions, puisque effectivement, c'est aussi la concrétisation de tout le travail qu'on a mené avec nos équipes depuis 2 ans. Donc c'est à la fois le fait de réaliser que
qu'on commence à prendre cette présidence, donc les charges qui vont avec, mais aussi la joie aussi de voir se concrétiser tout ce travail. Eh bien, on vous souhaite une belle présidence, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous reviendrons donc sur l'allocution de Christophe Mirman dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux Émilie Rousseau et Lionel Bernardi. Des envies de voyage, direction le Café de Paris. L'établissement accueillait jusqu'à ce soir les journées gastronomiques et culturelles espagnoles. Et hier, pour célébrer les 150 ans de la mission diplomatique de Monaco en Espagne, un gala a été organisé. Cette fois encore, toutes les richesses du pays ont été mises à l'honneur à travers sa gastronomie, sa culture, mais aussi ses traditions. Léa Dutrouille et Arnaud Humbert. Des épices, du jambon ibérique ou encore des spécialités des îles Canaries, le Café de Paris a mis l'Espagne à l'honneur pour sa 8e édition des Journées gastronomiques et culturelles. Yo encantado. Me siento un poquito embajador, sin título, sin diploma, pero un poquito embajador gastronómico de esa unión de España con Mónaco. Yo creo que las relaciones diplomáticas empiezan en una mesa, con una botella de vino y con buena comida. Hace que todo fluya mejor y que se hagan amigos si no lo son. Pour l'occasion, plusieurs recettes emblématiques à base de fromage, de papa negra ou de crabe royal ont été proposées aux invités. Une façon de découvrir la diversité des terroirs espagnols ainsi qu'un savoir-faire transmis de génération en génération. Mais derrière cet événement, plusieurs mois de préparation ont été nécessaires pour fêter au mieux ces 150 ans d'histoire partagée. On peut dire que les princes successifs monégasques ont eu un partenariat et puis vraiment une entente avec l'Espagne qui est de longue date. Ils ont beaucoup voyagé, notamment le prince Albert Ier a beaucoup voyagé, même j'ai appris dernièrement aux îles Canaries, donc en Cantabrie aussi. Donc il y a eu beaucoup de voyages, donc beaucoup de princes ont vraiment participé à cette entente et à cette ambiance, cette collaboration entre Monaco et l'Espagne qui date de très longtemps. Tout au long de la soirée, les convives ont pu déguster ces spécialités dans ce cadre exceptionnel où la gastronomie devient la meilleure ambassadrice de la culture espagnole. Avant de prendre leur envol, les diplômés du Pavillon Bosio, l'école supérieure d'art plastique de Monaco, ont offert une dernière exposition dans le cadre de leur apprentissage, l'aboutissement de 5 années d'exigence, de recherche et de création. Les étudiants ont eu la chance de pouvoir utiliser le vaste espace du complexe de l'Annonciade pour présenter leurs projets de fin d'études, parfois XXL. Immersion dans leur univers avec Yannick Debévert et Julien Logier. Un projet de fin d'études, c'est la consécration d'un travail de développement personnel et professionnel. Pour les étudiants de l'École supérieure d'art plastique de Monaco, c'est également l'illustration de leur identité artistique. C'était aussi le moyen de représenter ma pensée en fait, d'une manière générale sur cette fresque avec les choses qui m'inspirent, que ce soit les sciences, que ce soit la religion, que ce soit les mythologies. Et puis tout le reste, c'est un travail de peinture à l'huile, sur bois ou sur toile, tout autour du thème de l'insecte qui m'a beaucoup inspirée, que ce soit l'utilisation des pesticides, que ce soit des préoccupations environnementales, écologiques, comme ma fascination pour ces espèces-là qui sont un peu rejetées de manière générale. Cette année, la mairie de Monaco a mis à disposition le complexe de l'Annonciade pour cette exposition de fin d'études. L'ancien lycée technique et hôtelier s'est alors transformé partiellement en galerie, une aubaine pour le pavillon Bosio. Pour nous, c'était une chance inouïe parce qu'on manque beaucoup de place au pavillon Bosio. À vrai dire, on n'est même pas en mesure de faire passer des diplômes d'école d'art. Un diplôme d'école d'art, c'est une petite exposition solo et on n'a pas la place au pavillon Bosio, donc ça c'était une chance géniale d'avoir ce bâtiment, 2 niveaux. Chacun des étudiants a pu travailler dans une salle pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et donc vraiment développer des propositions assez complexes avec des décors et ça vaut vraiment le coup d'être vu. Spécialisés dans la scénographie, ces études ouvrent un très grand champ des possibles pour ces jeunes artistes qui ont pu s'exprimer totalement. Et moi je sais que je suis beaucoup venue du coup pour la scénographie de danse et donc c'est d'abord par ces projets de scénographie que j'ai mes réflexions qui ont commencé à démarrer. Donc moi j'étais vraiment intéressée par cette idée que je pouvais du coup trouver la liberté de construire du coup une pièce vraiment chorégraphique qui finalement est un peu à la lisière de plusieurs choses, de la scénographie, des arts vivants, mais aussi des arts plastiques. Toutes ces expositions ont été montées en moins de 2 mois
Il vous est encore possible d'admirer le travail de chaque étudiant grâce à une ouverture au public ce mardi 23 juin de 15h à 19h. Le rendez-vous est pris. Coup de projecteur cette fois sur une artiste établie, une résidente monégasque qui porte haut les combats de la Fondation Prince Albert II à travers ses œuvres. Et récemment, au cœur du prestigieux salon suisse, le Mass Design Basel, Laura Tuel-Becker est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Merci de nous accorder cette interview alors que vous revenez de Suisse. Vous avez exposé votre travail pendant la Art Basel. C'est un rendez-vous incontournable dans le monde de l'art. Exactement, je suis très heureuse et très fière d'ailleurs d'avoir exposé dans une prestigieuse foire qui s'appelle Mass Design Basel et qui existe donc au sein de Art Basel avec une trentaine des plus grandes galeries internationales dans le monde du design. Et j'ai été donc honorée d'être invitée à exposer sur un espace dédié au sein de cette foire. Voilà, donc c'était vraiment pour moi plus de 30 ans d'exposition internationale et avec, je dirais, cet événement-là qui est quand même le rendez-vous mondial pour l'art et le design. Et vous étiez la seule artiste de Monaco à y exposer. C'est une belle visibilité, on peut le dire, pour vous, mais aussi pour la Fondation Prince Albert II avec laquelle vous collaborez depuis maintenant 10 ans. Oui, alors en fait, c'est une très jolie collaboration que j'ai établie avec la Fondation. Et lorsque donc, j'ai été invitée à exposer sur cette très belle foire, j'ai contacté les dirigeants de la Fondation, c'est-à-dire M. Romain Cierlet et Nadège Massé pour la communication, pour mettre en place de façon totalement officielle et transparente cette collaboration qui permet donc à la Fondation d'être présente sur mon stand, enfin sur mon espace, et d'avoir une visibilité auprès de toutes ces galeries internationales et surtout de tous les collectionneurs du monde qui viennent visiter Mass Design Basel. Comment cette collaboration elle s'est traduite sur votre stand? Alors c'est-à-dire qu'en fait moi je présentais des œuvres qui sont des tableaux dédiés surtout à l'eau et au coraux, plus des sculptures représentant donc ma technique des pics de couleurs, ainsi qu'une table dédiée aussi à l'océan. Et donc en fait, on avait donc mis le logo de la Fondation et également une citation de Monseigneur qui me touche beaucoup, comme Monseigneur est très investi évidemment dans la défense de la planète. Il avait effectivement dit que la défense de la planète pouvait se faire dans des lieux dédiés, comme par exemple le BEF qu'on a eu à Monaco, le Blue Economic and Finance Forum, mais aussi dans des lieux qui sont, je dirais, pas du tout typiques pour ce genre de choses. Et voilà, et donc là, je trouvais que d'associer la Fondation à mon espace d'exposition, c'était parfait. Et effectivement, ça a attiré énormément de collectionneurs qui venaient donc découvrir évidemment mes œuvres, mais aussi ce que la Fondation faisait au niveau de la planète. Quels étaient leurs retours rapidement? Est-ce qu'ils étaient curieux, surpris, ou déjà ils connaissaient peut-être aussi la Fondation du Prince et son combat? Alors, beaucoup connaissaient bien sûr la cause que défend Monseigneur depuis tant d'années, connaissaient aussi la Fondation. Ils étaient surpris de voir évidemment la Fondation associée à l'art contemporain, mais en même temps très contents. Et j'ai eu aussi des visites de Monégasques, de résidents de Monaco, qui étaient très fiers et qui m'ont félicité d'avoir mis en place cette collaboration. Et à chaque œuvre vendue, une contribution est reversée, c'est ça? Voilà, c'est ce que je fais depuis des années, c'est-à-dire à mon petit niveau. Voilà, j'estime qu'on peut tous contribuer aux actions et donc je reverse une partie à la Fondation. Une question peut-être un peu plus personnelle. Vous êtes né, vous, dans le milieu artistique et donc vous avez mis au point, vous l'avez cité, une technique inédite qui donne un effet 3D à vos toiles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, c'est une technique de peinture à l'huile. C'est du pointillisme mais en relief. Donc avec, je pose l'huile sur la toile et je la tire comme ça et ça fait des pics que je fais un à un sur la toile qui demandent beaucoup de temps, beaucoup de concentration.
pour ne pas se tromper, parce qu'en plus avec la peinture à l'huile, vous ne pouvez pas effacer, quoi. C'est fait et ça demande beaucoup de temps de séchage. Mais j'adore. Vraiment, c'est une technique qui me va très bien et qui est en plus parfait dans le monde du design aussi, parce que c'est un petit peu de la peinture-sculpture, on va dire. Donc ça se mariait très bien là, pendant Art Basel, c'était parfait. Où est-ce qu'on pourra retrouver votre travail ? Alors pour l'instant, je vais un petit peu me reconcentrer sur la création et j'ai d'autres projets à venir dont je ne manquerai pas de vous faire part, et j'espère aussi avec d'autres participations avec la Fondation que j'ai toujours autant de plaisir à soutenir. Eh bien, avec grand plaisir, merci beaucoup Laura Tuel-Becker pour cet échange. Merci beaucoup Sarah. Récompenser l'engagement autant que les performances. C'était l'objectif de la première édition des Basketball Awards qui s'est tenue mercredi soir à l'International School of Monaco. Près de 120 joueurs y ont reçu trophées et cadeaux pour saluer leur investissement tout au long de la saison. Retour en images avec Gaëtan Lebrun et Alex Avial. Une cérémonie imaginée et organisée par le coach de basket de l'établissement Rémi Barry, avec un objectif, célébrer la passion du ballon orange et mettre à l'honneur les jeunes qui font vivre cette discipline tout au long de l'année. Moi je suis un ancien pro de la Rocket Team, j'ai joué aux États-Unis et c'est vraiment ce côté professionnel, ce côté américain. À la fin de chaque année, je me rappelle en université, on célébrait l'année. En fait. Donc quoi qu'il arrive, peu importe le résultat, on célèbre l'année pour la participation et pour l'effort. Donc c'est vraiment pour un peu, on va dire, recopier ce système-là un peu, voilà, système un peu américain. Sur scène, les récompenses se sont enchaînées. Plus de 120 jeunes basketteurs ont été distingués pour leur implication, leur progression et leur engagement au sein des différentes équipes de l'école. Chaque participant est reparti avec un trophée ainsi que plusieurs cadeaux. Je suis présent ce soir parce que je voulais avoir des remerciements de l'année du basket et pour mon coach Rémi. J'adore la compétition dans le basket et j'adore les sports d'équipe. I'm here to celebrate with my team about our achievements this year. I've been playing for 2 years and I enjoy it as it's a very physical and yeah. So I've been playing it since I was a kid. I had a pause because I didn't really find the meaning in basketball. But then I had a turning point where I had a friend who changed my idea about basketball. And so I've been playing the game since and I've been enjoying it a lot. Like street ball in the streets or also with the team. And it's really enjoyable. It's just the run, the rush and the adrenaline. Une manière de saluer les efforts fournis tout au long de la saison, sur et en dehors du terrain. Du ballon orange, nous passons à la petite balle jaune, direction le tennis club d'Aise pour le challenge Régnier 3. 18 entreprises se sont affrontées pendant de longs mois et hier avait lieu la grande finale. L'équipe de la direction de la communication tenante du titre est venue à bout de la team Borfiga après avoir remporté le premier match, perdu le deuxième et gagné au super tie-break décisif 10-4. Bravo à nos collègues qui ont soulevé le trophée lors de cette édition particulière puisqu'elle marquait les 50 ans du challenge Régnier 3. Avant de clore cette édition, quelques notes de musique. Les mélomanes ont assisté hier au dernier concert de la voûte de la saison. Pour l'occasion, David Lefebvre et Catherine Nikitine ont accueilli le violoncelle solo de l'OPMC, Thierry Hamadi, autour d'un programme Feu et Passion. Gaëtan Lebrun et Camille Caloni ont eu la chance d'y assister. Collègues à l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, dont ils occupent les postes de premier violon super soliste et de violoncelle solo, David Lefebvre et Thierry Hamadi partagent depuis de nombreuses années une amitié et une entente artistique. Aux côtés de Catherine Nikitine, le concert a conduit le public dans l'univers intense de Dimitri Shostakovich avec sa sonate pour violoncelle et piano. Comment ils s'accordent ? À merveille. À merveille, le répertoire pour violoncelle piano est immense, immensissime. Tous les compositeurs s'y sont prêtés, ont composé, que ce soit Beethoven, Brahms, Shostakovich évidemment, Rachmaninoff. Enfin, je ne peux pas les citer tous, il y en a trop. Ça fonctionne à merveille, exactement comme finalement une chanteuse ou un chanteur qui va être accompagné d'un piano pour des leads, pour des airs. L'instrument, que ce soit le violon ou le violoncelle, reste une voix, donc ça se marie parfaitement.
Ensuite, nous allons jouer un duo de Kodály, Zoltán Kodály, opus 7, qui est là pour violon et violoncelle. Une pure merveille, voilà, il n'y a rien de plus à dire, c'est un chef-d'œuvre, musique folklorique, hongroise, voilà, quelque chose d'incroyable. Et on va finir le concert par un trio de Rachmaninov, le premier trio élégiaque, qui, voilà, enfin, j'emploie beaucoup d'adjectifs, mais en fait c'est un très beau programme. Donc voilà, là aussi je vais dire qu'il y a une pure merveille. Un programme sur le thème du feu et de la passion, à travers les grandes œuvres de la musique de chambre d'Europe de l'Est. C'est donc au son du violoncelle et du piano que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Cette édition sera suivie comme toujours de la météo, présentée ce dimanche par Léa Dutrouille. Demain, c'est Fabien Bonilla qui prendra les commandes de votre 19h. D'ici là, passez une très belle fête de la musique. Ce soir, c'est Petit Biscuit qui se produira à l'Esplanade des Pêcheurs. L'ambiance devrait être au rendez-vous, comme c'était le cas l'année dernière. Souvenez-vous, avec Moziman, le DJ était passé par le micro de Geneviève Berthy. Pensez à réécouter le podcast. Belle soirée et à la semaine prochaine. Bonsoir à toutes et à tous. Le soleil sera une nouvelle fois au rendez-vous ce lundi 22 juin sur la Principauté, avec une journée particulièrement chaude. Dès le matin, le ciel sera largement ensoleillé, accompagné de quelques nuages d'altitude sans conséquence. Les températures afficheront, elles, déjà 25 degrés. L'après-midi, la chaleur s'accentuera avec jusqu'à 33 degrés au thermomètre et sous l'influence du soleil, le ressenti pourrait atteindre les 40 degrés. Aucun risque de pluie n'est attendu et l'indice UV sera de 8, un niveau très fort. Pensez donc à bien vous hydrater et à vous protéger du soleil. Lundi, nous fêterons les Albans. Je vous souhaite une très belle soirée sur Monaco Info.